Mesdames et messieurs, pendant qu'on est concentré sur le Moyen-Orient, dans l'ombre, Kim Jong-un se prépare pour une guerre. Je dis bien, pendant qu'on est concentré sur le conflit au Moyen-Orient, Kim Jong-un, lui, se prépare pour la guerre. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans la façon dont on parle de la Corée du Nord. C'est un pays dont on entend parler très régulièrement, dont on connaît le nom du dirigeant, dont on a tous vu des images de parades militaires et de missiles qui décollent. Et pourtant, c'est probablement l'un des endroits du monde sur lequel on ne sait ou on sait le moins de choses réelles, concrètes, vérifiables. Ce paradoxe-là, je pense qu'il est important de le poser dès le début parce qu'il va conditionner toute la façon dont on va aborder ce sujet aujourd'hui et maintenant. Parce que récemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est tout autre que l'AIEA, a tiré la sonnette d'alarme sur les progrès nucléaires nord-coréens. Et la question que je veux explorer avec vous, c'est qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qu'on devrait en penser honnêtement? Commençons par poser les fondations. La Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une rumeur. C'est un fait établi, reconnu par la communauté internationale et documenté depuis plusieurs essais nucléaires. Le premier en 2006, puis d'autres en 2009, 2013, 2016 et 2017. Le programme nucléaire nord-coréen, lui, est encore plus ancien. Il remonte aux années 1950, à une époque où l'Union soviétique aidait la Corée du Nord à développer des infrastructures nucléaires à vocation civile, la recherche, la production d'électricité. C'est un contexte qu'on oublie souvent. Au départ, c'était du nucléaire civil. Dans les années 1980, Pyongyang a même signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le TNP, un engagement formel à ne pas développer l'arme atomique. Sauf que dans les années 1990, autant pour moi, au début des années 2000, des incohérences commencent à apparaître. Les États-Unis accusent la Corée du Nord de mener en secret un programme d'enrichissement d'uranium, la matière première essentielle pour fabriquer des armes nucléaires. En 2003, la Corée du Nord franchit un cap symbolique énorme. Elle se retire du TNP, elle devient le premier pays, et à ce jour, le seul à avoir été membre du traité, puis à l'avoir quitté. À partir de là, plus qu'une ambiguïté sur les intentions. Aujourd'hui, les estimations sur le nombre d'ogives nucléaires nord-coréennes varient, mais elles tombent autour de plusieurs dizaines. Pour te donner une référence, la France possède environ 290 ogives. Les États-Unis et la Russie en ont plusieurs, milliers chacun. Mais plusieurs dizaines, c'est déjà suffisant pour provoquer des dégâts absolument colossaux. Ce point mérite qu'on s'y arrête une seconde, sans dramatiser, juste pour que les proportions soient claires. Ce qui a déclenché l'alerte récente, c'est le rapport de l'AIEA. Son directeur général a déclaré que la Corée du Nord réalisait des progrès très importants dans la production d'armes nucléaires. L'agence a observé, grâce à des images satellites, une activité accrue au niveau du principal complexe nucléaire du pays, à Yongbyon, ainsi que la construction d'une nouvelle installation. En parallèle, le président sud-coréen a indiqué en début d'année que la Corée du Nord serait en mesure de produire assez de matière fissile pour assembler jusqu'à une vingtaine d'armes atomiques par an. Ces deux informations-là, prises ensemble, ont une certaine lourdeur. Maintenant, voilà où ça devient intéressant et un peu plus inconfortable intellectuellement. Parce que quand on gratte un peu, il y a plusieurs zones de flou qu'il serait malhonnête d'ignorer. Première zone de flou, les images satellites. C'est une source d'information réelle, sérieuse, utilisée par des agences gouvernementales et des think tanks
depuis les décennies. Mais elle montre de l'activité, de la construction, du mouvement. Elle ne montre pas ce qui se passe à l'intérieur. On peut observer qu'il se passe quelque chose. On peut difficilement certifier avec précision ce que c'est. La IEA elle-même n'a plus accès au sol nord-coréen depuis 2009. Ses inspecteurs ont été expulsés. Donc, tout ce qu'elle observe, elle l'observe de loin. Littéralement, du privé. Deuxième zone de flou, les chiffres. Quand on dit que la Corée du Nord peut produire 20 armes par an, c'est une estimation basée sur les calculs de capacités connues, quantité de matière fissile, réacteurs actifs, installations observées. Mais c'est une projection, pas une comptabilité certifiée. La différence n'est pas anodine. Troisième zone de flou, et celle-là est peut-être la plus importante. La distinction entre capacité et intention. Pouvoir faire quelque chose et vouloir le faire, c'est deux choses différentes. Et sur les intentions réelles de Kim Jong-un, sur sa stratégie à long terme, on navigue beaucoup plus dans l'hypothèse que dans le fait établi. Alors, essayons de comprendre la logique de Pyongyang sans la valider ni la condamner. Juste pour la comprendre, parce que si on veut analyser une situation sérieuse, il faut être capable de reconstruire la rationalité d'un acteur, même quand on ne partage pas ses valeurs. Du point de vue nord-coréen, l'arme nucléaire est une assurance vie, pas une métaphore, une assurance vie littérale pour le régime. Le raisonnement que tient Kim Jong-un et qu'il exprime publiquement, c'est celui-ci en fait. Les pays qui ont abandonné leur programme d'armes de destruction massive sous pression internationale, comme la Libye de Kadhafi ou l'Irak de Saddam Hussein, ont fini par subir les changements de régime. La Corée du Nord en a tiré une conclusion très directe. L'arme nucléaire est la seule garantie crédible contre une intervention extérieure visant à renverser le régime. C'est une logique de dissuasion. Mais poussée à l'extérieur dans un régime qui n'a aucune confiance dans les garanties diplomatiques. Ce qui est frappant, c'est que cette logique n'est pas irrationnelle en elle-même. Elle est cynique. Elle a un coût humain énorme. Pour la population nord-coréenne, elle est dangereuse pour la stabilité régionale. Mais elle suit une cohérence interne qu'on peut identifier. De l'autre côté, la stratégie de la communauté internationale. Essentiellement les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et dans une moindre mesure la Chine. Actuellement celle des sanctions économiques. L'idée, augmenter le coût du programme nucléaire pour Pyongyang jusqu'à rendre la négociation plus attractive que la poursuite du programme. Le problème, c'est que cette stratégie a maintenant plusieurs décennies d'existence et le programme nucléaire nord-coréen n'a pas ralenti. Il s'est accéléré, ce qui soulève une question inconfortable. Est-ce que les sanctions ont atteint leur objectif? La réponse factuelle, aujourd'hui, est non. Pas sur le nucléaire. Elles ont peut-être empêché des zones, limité certaines capacités, mais elles n'ont pas pu produire la négociation qu'elles étaient censées forcer. Et il y a un autre élément dont on parle moins. Ces sanctions impactent directement la population nord-coréenne. Les pénuries de nourriture, de médicaments. Ce n'est pas une critique en soi de la politique des sanctions. C'est une réalité qu'il faut nommer parce qu'elle fait partie du tableau complet. Ce qui se passe avec la Corée du Nord s'inscrit dans quelque chose de plus large que ce seul pays. On est en train de vivre une période où quasiment tous les États qui possèdent l'arme nucléaire, y compris des démocraties, y compris la France, affichent une volonté de moderniser, de renforcer, parfois d'étendre leurs arsenaux. Ce n'est pas un hasard, c'est un symptôme d'une époque où la confiance entre grandes puissances est à un niveau très bas. Les traités de désarmement et de contrôle des armes nucléaires qui existaient depuis la guerre froide sont en train de se déliter.
Le traité INF sur les missiles de portée intermédiaire a été abandonné en 2019. Le traité New START entre les États-Unis et la Russie est suspendu depuis 2023, côté russe. Le paysage du contrôle nucléaire international est objectivement plus fragile qu'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Est-ce que ça veut dire qu'une guerre nucléaire est imminente? Non. Je tiens à être très clair là-dessus. Parce que ce serait une conclusion qui irait bien au-delà de ce que les faits permettent de dire. La dissuasion nucléaire continue de fonctionner comme mécanisme de retenue. L'idée qu'utiliser l'arme nucléaire, c'est assurer une destruction mutuelle, ça reste un frein puissant.